Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 11e vidéo dédiée à GitLab. Dans cette 11e vidéo dédiée à GitLab, on va s'intéresser au repository, donc c'est le début d'une série un petit peu plus longue que ce qu'on a vu au niveau des tickets, avec pas mal de choses à voir. Et pour commencer aujourd'hui, le but, ça va être de voir un langage commun, quelques définitions qui vont nous permettre de tous partir à peu près des mêmes bases. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, mettre des pouces bleus et commenter. Alors, en gros, le repository, où est-ce qu'on va le retrouver? Eh bien, c'est très simple, on a créé donc notre projet. Notre projet, comme je vous disais, au niveau de GitLab, GitLab s'est construit autour de ce repository. Le projet, en fait, c'est le repository plus un ensemble d'autres services qui petit à petit ont grandi. Et donc, on va prendre n'importe quel projet finalement, et on va retrouver ici, donc à gauche, repository. Donc vous voyez que dans repository, après, donc si on clique dedans, on va retrouver à peu près la même structure que finalement la page d'accueil de chacun des projets. Pourquoi? Parce que c'est l'élément central, comme je vous le disais. Donc si on clique sur repository, on va retrouver ensuite différents blocs disponibles pour ce repository. On va retrouver les files. Donc les files, c'est finalement le cœur du repository, c'est-à-dire tous les fichiers, le but étant de faire du développement plus ou moins poussé ou de faire du versionning en tout cas d'un ensemble de fichiers classés éventuellement en répertoire et organisés avec des extensions, des types de fichiers, etc. Donc au fur et à mesure des années, les choses ont évolué. Vous voyez que GitLab est en mesure, avec les petites icônes qu'on retrouve ici, est en mesure maintenant de distinguer différents types de fichiers et de pouvoir les identifier en fonction de ça, de pouvoir éventuellement interagir avec. Ensuite, on a les commits. Donc les commits, on va retrouver ça gentiment au fur et à mesure. Il s'agit tout simplement de blocs de commentaires qui vont permettre d'indiquer le contenu d'une ou d'un ensemble de modifications qu'on va avoir fait sur des fichiers, des répertoires, etc. Donc on va revenir un petit peu à nos définitions principales. Donc première définition, le repository, le dépôt. Donc c'est un dépôt Git, donc pas forcément attaché à GitLab proprement dit, mais en tout cas c'est le cœur de GitLab. Ce dépôt Git, donc c'est un gestionnaire de version qui est utilisé également pour GitHub, etc. Et on va pouvoir y accéder, comme on l'a vu jusqu'ici, en SSH ou en HTTPS. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver très facilement quand on va se retrouver soit au niveau du file, soit au niveau du projet en lui-même. Ici, on va retrouver le clone et on va retrouver les deux types de connexion via le SSH ou via le HTTP ou HTTPS. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on va avoir différents rôles au niveau de ce dépôt. On va pouvoir gérer les choses, on verra les rôles un petit peu plus tard, mais on va avoir différents accès. Il va y avoir des gens qui vont simplement pouvoir les consulter, d'autres ne pourront pas le consulter, certains pourront faire des modifications, certains pourront faire des modifications plus ou moins définitives, avec du coup des rôles différents pour pouvoir gérer ces différents accès. Il peut contenir donc tout type de fichier. Après, suivant le type de fichier, il est capable de le versionner ou non, ou en tout cas le versionner avec une certaine intelligence ou non. Bien sûr, les fichiers plats, type texte, code classique, il pourra les identifier, calculer facilement des différences entre le fichier d'origine et le fichier en état avec son évolution et pouvoir vous indiquer ces modifications pour que vous puissiez les analyser et éventuellement les valider. Et par ailleurs, donc du coup, il est capable de pouvoir s'adapter en fonction du type de code qui est mis à notre disposition pour pouvoir derrière vous proposer éventuellement des interactions avec. Alors certains langages sont interprétés, on l'a vu précédemment dans les issues, par exemple le langage Markdown avec des extensions type .md par exemple, il va être remis en forme comme le Mermaid interprété pour pouvoir permettre une visualisation spécifique. Alors dans les autres définitions, donc juste pour information, en gros, notre dépôt Git est accessible via Gitli. Gitli, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire du RPC, donc un accès distant, en Remote Procedure Call, qui va permettre un accès distant
à notre dépôt Git. Alors on retrouve des informations qu'on consulte pas forcément régulièrement, mais quand on arrive sur notre dépôt ici, on va pouvoir, vous voyez ici, il y a une petite clé à molette, cliquez dessus, et on va retrouver des informations de notre dépôt. Vous voyez qu'on a switché du coup directement dans l'interface d'admin de ce projet-là, et on va retrouver des informations avec donc les différents liens qui correspondent, et également des informations par rapport à GitLI, donc le pass en question, le stockage, le type de stockage GitLI qui correspond, et puis éventuellement des éléments, d'autres éléments. Donc si on revient en arrière, voilà. Ensuite, donc on va retrouver les différents types de langages également. Si vous voyez, quand on passe juste ici, on a différentes couleurs, on peut en avoir qu'une, on peut en avoir plusieurs, et quand on passe en survol sur cette ligne de couleurs, on va pouvoir voir le langage ou les langages qui sont utilisés avec la proportion qu'ils représentent. Assez juste généralement. Alors ensuite, il y a les commits. Donc les commits, on a brièvement parlé, c'est donc un ensemble d'ajouts, de modifications, de suppressions, d'évolutions en tout cas, de fichiers et de répertoires. Donc ça, c'est une clé de voûte un petit peu du fonctionnement de Git. En gros, on va faire des modifications de fichiers et à un moment donné, on va mettre un coup de tampon sur cette modification pour pouvoir la valider en quelque sorte. Et pour mettre ce coup de tampon, on va ajouter un commentaire associé pour pouvoir dire voilà, l'ensemble de ces modifications, donc une ou plusieurs modifications, correspond à telle évolution, à telle réponse, à telle problématique. On a fait cela pour telle raison. Donc après, il y a des manières plus ou moins poussées de faire des commits plus ou moins complets. Et suivant les entreprises, on peut faire des choses relativement poussées ou non. Ensuite, donc c'est un point de retour possible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des points de retour possibles. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, si on veut revenir en arrière, on pourra revenir à un de ces points. Et donc d'où l'intérêt d'avoir un bon commentaire pour pouvoir savoir jusqu'à quel niveau on revient. Donc voilà. Ensuite, donc on a ce qu'on appelle le remote. Le remote, c'est quoi? C'est le dépôt distant. Donc en gros, lorsqu'on a vu l'authentification HTTPS et SSH au niveau de GitLab, on a vu la création de ce projet, on a vu qu'on l'avait cloné. Et bien, quand on le clone en local, donc on travaille en local, mais ce dépôt local peut être ou ne pas être lié à un dépôt distant. En l'occurrence, si on l'a cloné à partir d'un de ces liens, forcément, c'est ce dépôt qui sera distant, celui qui est présent sur GitLab, c'est ce qu'on considère comme le remote au niveau de Git. Alors ensuite, on va parler des branches. On va pas rentrer dans des détails très poussés parce qu'on peut rapidement s'y perdre. Je vais essayer d'être précis et de bien faire comprendre ce dont ça représente. On a donc visuellement, on a un dépôt. Donc notre dépôt GitLab, et derrière pour travailler, pour faciliter le travail, on va pouvoir créer des branches, ce qu'on retrouve ici dans cette liste déroulante ici. Là en l'occurrence on n'a qu'une seule branche, mais on peut éventuellement vérifier ici la liste des branches disponibles et éventuellement en créer une quand on se rend dans Repository. Et dans Repository, vous voyez qu'on a les branches, la liste des branches. On va pouvoir créer une nouvelle branche, et quand on crée une nouvelle branche, on va pouvoir dire voilà de quelle branche actuelle on part. Donc si on a un projet qui est initialisé, ça va être master ou ça va être main, le nom de la branche principale, et on va pouvoir créer une branche, par exemple une branche de développement par exemple, comme ceci, et on va créer notre branche. Du coup là on est en train de diverger finalement par rapport à la branche principale qui est notre branche master là en l'occurrence. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler dessus, et à un moment donné on va peut-être considérer que notre développement est correct et on va pouvoir le faire revenir dans notre branche master en identifiant les modifications, du coup en comparant ces deux branches, la branche de développement et la branche master, en permettant donc cette comparaison, éventuellement de faire ce qu'on appelle une merge request, on verra ça plus tard, et pouvoir se dire voilà, les évolutions portent sur ça, je le valide, et si je le valide, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes mes modifications vont être rapatriées sur la branche master. Éventuellement, je pourrais supprimer la branche précédente. Donc ça, c'est le fonctionnement en branche. Donc les branches, il faut les voir comme des lignes
qui évolue dans le temps avec des branches plutôt permanentes de type les main, les master, les branches de production, de pré-production, donc des branches qui ont vocation à rester dans le temps et sur lesquelles on va ramener donc des branches de développement telles qu'on a vu tout à l'heure. Donc ces branches de développement, on appelle ça des branches de futures, et ça va être des branches qui, elles, ont une durée de vie qui va être temporaire pour le coup, le temps d'un développement, d'une évolution, pour les ramener ensuite vers les autres branches. Donc ce fonctionnement de branches permanentes avec des branches temporaires et le fait de ramener ces éléments, c'est ce qu'on appelle un flow en fait, puisqu'on considère que c'est un petit peu comme des vagues qui vont ramener des éléments. Alors le flow, justement, donc c'est comment on fait évoluer les éléments vers notre branche définitive, qui est la branche de production. Imaginons qu'on a 3 types d'environnements dans notre société. Une branche de développement, on a un environnement de développement, un environnement de pré-production et un environnement de production. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, avant de pousser quoi que ce soit dans la branche de développement, on va être développeur, donc on va créer une branche de future, par exemple la branche qui va prendre le nom fixe de la version X, par exemple. Et à ce moment-là, on va faire notre développement, on va ramener dans un premier temps cette branche-là dans la branche de développement. Une fois qu'on va avoir validé ça dans notre environnement de développement, on va ramener ça dans notre environnement de pré-production. Une fois qu'on va avoir testé, validé la pré-production, on va pouvoir ramener ça dans la branche de production pour passer en production. Donc ensuite, il y a différents types d'évolutions possibles. Donc là, je vous ai parlé d'un fixe, ça peut être du bug, du développement pur et dur. Et donc, suivant les flows, là, je vous ai identifié un type de flow un petit peu classique, mais on va avoir des noms. Donc il faut savoir qu'il y a des noms tels que Gitflow, GitLabFlow. Ça peut être extrêmement poussé suivant en plus la nécessité d'avoir une certaine rigueur dans ce développement. Alors on va reprendre, avant de parler des tags, on va ouvrir juste cette page-ci qui va nous permettre de voir visuellement ces éléments-là. Donc on va ouvrir celle-ci. Donc vous voyez ici qu'on a notre branche master ici, et cette branche master à côté, imaginons on a une branche master, on a une branche de développement et une branche de release. En gros, ce qui va se passer par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, donc la même chose que je vous ai indiqué, sauf qu'on n'a pas la branche de pré-production, qu'est-ce qui va se passer ? Donc notre branche de master, elle, donc on va considérer que c'est notre production. Imaginons on a besoin de faire un développement dessus, donc du coup on va partir sur la branche de développement qui va être rebasé, qui va être remis en synchronisation avec la branche de master. Donc nos développeurs vont ensuite avoir la nécessité de faire du développement dessus, donc ils vont créer une branche de future, comme je vous ai indiqué. Les choses vont évoluer, et quand on va considérer que le développement va avoir été réalisé, on va pouvoir ramener, vous voyez, cette branche de future dans la branche de développement, et la branche de future va avoir tendance ensuite, une fois qu'on va l'avoir validée, on va pouvoir la supprimer complètement. Alors je vous invite vraiment à aller voir la playlist Git que j'ai réalisée. Je l'ai faite de manière assez simple, mais juste pour vous montrer un petit peu son fonctionnement en mode branche. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On va passer dans la branche de développement. Une fois que la branche de développement a validé les choses, on va passer dans la branche de release, vous voyez ici. On va évoluer, et une fois que la branche de release va être validée, vous voyez qu'on va ramener vers la branche de master. Donc tout ça va se faire grâce à des merges d'une branche à une autre, et ça va permettre du coup de faire accepter les différences d'une branche par rapport à une autre et les faire rentrer dans cette branche. Donc vous voyez que les branches sont quelque chose de linéaire. Interagissent maintenant un autre élément qui s'appelle les tags, et c'est très important de différencier les branches, donc qui ont une évolution linéaire, avec les tags qui ne sont que des jalons finalement, comme vous le voyez ici, placés dans le temps, et qui sont fixes et qui permettent, par exemple, et très très généralement, d'identifier une version, une release. Là par exemple, vous voyez qu'on a un tag qui est en 0.1. On va faire nos évolutions. Par exemple ici, donc on avait le cas d'un fixe. On fait une modification grâce à une branche de hotfix pour fixer rapidement un problème, par exemple en production, dans ce cas de figure-là. Et bien, dès qu'on va avoir mergé la modification dans la branche master pour fixer ce bug, vous voyez qu'on va passer à un tag
0.2, donc on est à une nouvelle version. Et donc on va évoluer comme ça au fur et à mesure. Et si on ramène ensuite quelque chose qui vient du développement, donc on va avoir une évolution sur une version majeure par exemple, et bien là on va avoir un tag qui va passer en 1.0. Donc ça c'est très important, ça respecte généralement le same versioning, ce genre de choses. Donc les tags, ça représente généralement une version, mais pas forcément. Et ça se rapporte toujours au même objet, c'est-à-dire que dans le temps, il va se rapporter à ce point-là, pour cette branche-ci, quelque chose qui va être fixe vraiment et qui ne va pas avoir lieu en termes d'évolution. Alors ensuite, d'autres éléments assez simples à comprendre. On a les push et les pulls. Les push et les pulls interviennent quand? Ils interviennent dès lors que, donc, comme je vous disais, on a le remote, qui est la branche distante, qui est celle qui est présente sur notre serveur Git ou notre serveur GitLab dans notre cas de figure. Et on va pouvoir puller, c'est-à-dire ramener des choses de la branche distante. Ce qu'on fait finalement avec un git clone quand on le réalise au tout début. Et puis on va pouvoir pousser des éléments vers la branche distante, comme je vous disais. Donc par exemple, on a développé sur notre poste local une version en question. On va pouvoir la pousser sur le dépôt distant pour pouvoir la stocker à distance et ensuite pouvoir interagir avec pour pouvoir la comparer avec d'autres branches. On peut aussi comparer au niveau de sa machine au niveau local. On a les merges et les rebase. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est la synchronisation d'une branche avec une autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer, par exemple, dans le cas de ce merge entre la branche de release et la branche master, on va pouvoir faire un différentiel entre les deux, comme un diff tout simplement. Et on va voir les évolutions, donc les nouveaux fichiers, les fichiers supprimés, les nouveaux répertoires. On va voir les modifications qui sont faites ligne par ligne de ce fichier, élément par élément, et on va pouvoir dire ok, c'est valide ou pas. Donc là, le merge et le rebase correspondent à ça. Finalement, c'est le fait de prendre les éléments qui sont là pour pouvoir les intégrer dans l'autre branche. On a également le revert et le reset. Alors là, c'est quoi? Ça intervient simplement dans le fait de revenir en arrière. C'est-à-dire que si on prend par exemple ici le cas de la branche de release, vous voyez, ou de la branche de développement, on avance au fur et à mesure, mais on peut très bien revenir en arrière et se dire ok, là tout ce que j'ai fait là c'est pas bon, je vais revenir en arrière. On a deux types pour revenir en arrière. On a soit le revert. Le revert, ça va être simplement, on ne va pas perdre l'historique, on va juste revenir ici, donc on va continuer dans le temps et on va revenir sans perdre l'historique qui est là, c'est-à-dire même les éléments que je ne veux pas conserver, qui sont là, parce que je veux revenir à l'étape précédente, je vais quand même les garder, mais je vais faire en sorte d'évoluer et que l'étape qui est la suivante ici me permette de revenir dans l'état qui est là, mais on interviendra ici dans le temps, notre cercle sera ici. Dans le reset, c'est complètement différent, c'est-à-dire que si je fais un reset ici, pour revenir ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais perdre ces deux historiques-là. Donc concrètement, on va revenir dans le temps, plus tôt dans le temps, et ce qui veut dire qu'on perd complètement cette information-là, tout ce qu'on avait développé. Donc là, c'est pas terrible, puisque du coup, si on veut se resservir de ces éléments-là, on va passer à côté puisqu'on les aura plus. Et puis on a le fork. Alors le fork, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est permis par ici. Donc si on se rend au niveau de notre projet, hop, voilà, on va avoir le fork, donc le star qui va permettre de suivre ce projet. Le fork, lui, il va permettre de copier sous un autre dépôt le projet en question, copier carrément le projet en question. Et ça, c'est un intérêt principal, c'est-à-dire que plutôt que de faire un git clone avec un projet parce que voilà, vous n'avez pas forcément tous les droits sur ce projet-là, vous connaissez pas forcément les gens, vous avez peur de travailler avec ces gens-là, vous ne voulez pas travailler avec ces gens-là, vous voulez que votre travail soit complètement isolé, là vous allez faire simplement un copier du projet en question et vous allez pouvoir le copier soit sur votre dépôt local à vous complètement, soit le copier, le rendre public malgré tout, tout en gardant le lien avec le projet initial. Mais vous resterez complètement isolé dans votre projet, ce qui peut être bien si vous voulez ne pas interagir avec le projet initial. Donc voilà un petit peu les choses à connaître avant de se lancer dans GitLab et la partie repository. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.